Bonjour tout le monde, c'est Sav ici. Je viens de commencer le webinaire en anglais et j'ai oublié, non, c'est en français. Donc, bienvenue dans le Café Infini. Et je vais vous montrer, j'ai plein de choses à discuter aujourd'hui et je vais vous montrer la page Facebook. C'est une nouvelle page et là, j'ai mis un post dans le groupe. Euh, oui, bonjour, je crois que ça vient de commencer et je vais vous montrer une page dans le groupe. C'est Sab ici, avec amour de Paris, bien que je ne suis pas en fait à Paris, je suis sur une canapé au fin fond de Portugal, mais ça c'est un petit secret entre vous et moi. Je vais partager l'écran un peu, parce que je voudrais vous montrer la page Facebook que je viens de créer, et c'est là où j'ai, euh, si vous voyez là, c'est là où je mets les sujets potentiels. Donc, la première chose, c'est ici. J'espère que vous pouvez voir, sinon je vais le lire. C'est la semaine créative. C'est certaines choses que j'ai faites cette semaine. Paris comme métaphore. Donc, comme d'habitude, une métaphore qui utilise Paris comme une métaphore pour la vie. Après, une sélection perso. Je vais parler de 3 articles que j'ai écrits cette semaine qui sont intéressants, à mon avis, humblement. Après, découverte. Donc ça, c'est plutôt lié à des choses que j'ai découvert en lisant ou que les choses que je vais lire. Et finalement, certaines bizarreries et curiosités. Et là, ça, c'est à voir. On va voir ce qui se passe là. OK, donc je vais retourner vers la vidéo. Je suis là. Voilà, donc j'arrête le partage d'écran. Et je vais commencer avec... en fait, moi, je suis qui? Ben, je suis Sab Will. Et au lieu de dire classiquement ce que je suis, je vais changer ça. Avant, je disais, oui, je suis professeur, je suis formateur, je suis coach, je suis photographe des rues de Paris. Mais récemment, j'ai commencé à ne pas dire ça. J'ai commencé à dire ce que je fais. Donc, au lieu de dire je suis ça, parce que ça, c'est mon avis. Est-ce que c'est pour moi de juger, de dire ce que je suis? Moi, je préfère dire ce que j'ai fait. Après, c'est à vous de décider ce que je suis. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends des photos de Paris. Je marche dans les rues et ça va être vraiment lié à la métaphore pour aujourd'hui, ce qui est une métaphore qui utilise la photo des rues comme métaphore pour la vie, une approche à la vie. J'écris des articles, je joue avec les images, je crée des pages web, je parle avec des gens sur leur vie, leurs difficultés parfois, et j'essaie de les aider à voir plus clair. Et peut-être de voir où ils pourraient aller, s'ils voudraient bien, et s'ils décident d'aller dans un certain sens, d'y aller, de commencer à foncer pour voir ce qui se passe. Et surtout, j'essaie d'aider les gens à voir le moment présent comme un truc précieux. Et peut-être, c'est tout ce qu'on a. C'est à peu près ça que je fais. Après, c'est à vous de décider ce que je suis, si vous voulez, ou bien vous pouvez juste dire, d'accord, ce gars-là, il fait ces trucs-là, et c'est tout. Je vais euh, parler de ma semaine. Qu'est-ce que je fais cette semaine? Je vais parler de 2 choses. Et je vais juste faire référence aux pages Facebook pour voir ce que j'ai dit que j'allais dire. Une grande déception égarée, c'est un sujet. Et nouvelle page Facebook, c'est un autre sujet. Effectivement, je vais parler de deuxième d'abord. Nouvelle page Facebook qui va avec un nouveau site que j'ai créé. Je vais partager l'écran encore une fois. Mon projet actuel, c'est de foncer dans la direction du coaching et d'aider des gens à voir plus clair dans leur vie. Et pour ça, j'ai créé un site qui s'appelle Infinity Coaching. Et vous pouvez visiter ça, c'est infinitycoaching.biz.
Et là, vous voyez la page qui montre qu'il y a des webinaires hebdomadaires. Et voilà, nous sommes en train de faire, on fait partie. Et vous pouvez toujours aller sur cette page pour réserver ou juste avant l'événement, avoir les liens directs. Vous voyez là. Et la deuxième chose, pour aller avec ça, bien sûr, c'est une petite page Facebook que je viens de créer. Je crois que je l'ai créée hier. Et là, je vais mettre plein de choses par rapport au coaching, à l'épanouissement, à la compréhension de la vie et tout ça, plus les liens et les sujets de ces webinaires hebdomadaires. J'espère vraiment que ces webinaires vont être un moment privilégié, comme ils disent, de partage. Je vais présenter certains sujets et vous pouvez faire des commentaires dessus, on peut avoir des conversations et ça, c'est mon idée. S'il n'y a pas grand monde ou personne ne veut parler à ce moment-là, il n'y a aucun souci, je peux parler et je vais parler. Ça, c'est mes nouvelles pages Facebook et nouveaux sites. Et je suis très, très enthousiaste, excité par ça et j'attends avec impatience de voir ce qui se passe avec ça. La deuxième chose, c'est une grande déception égarée. C'est ça le nom de la deuxième chose que je vais parler cette semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, la semaine dernière, sur le webinaire, j'ai parlé avec beaucoup d'excitation, d'enthousiasme, le fait que j'avais très, très vite, après une rencontre inattendue, eu la possibilité de louer un cabinet dans un centre médical avec des médecins à côté. Et moi, je ne suis pas médecin. Et que c'était presque chose faite, que dans l'espace de 10 jours, je suis allé voir les lieux. Et en fait, c'était un lieu qui n'était pas censé d'être loué. Donc là, c'était un peu petit et il y avait deux espaces un peu curieux dans ce centre médical. Et pour ça, c'était pas cher non plus. Et j'allais avoir la plaque et tout ça. Je vous ai montré ça. Mais derrière, dans ma tête, je me suis dit, il est possible que c'est vite arrivé. Peut-être ça va vite partir aussi. Donc déjà, dans ma tête, j'étais un peu prêt que quelqu'un m'appelle et dire, effectivement, je suis désolé, mais ça ne va pas avoir lieu. On a eu un problème. Parce qu'il y avait deux personnes, la personne qui loue l'endroit et la personne qui a fait les décors et fait les plaques et tout ça. Donc j'attendais ça en quelque sorte. Juste après avoir fait le webinaire, où j'ai proclamé à haute voix que j'allais avoir le cabinet et tout ça, eh bien, j'ai reçu ce coup de fil. En plus, j'avais montré mon fils a vu les lieux et tout ça. Donc, j'avais un peu investi émotionnellement dans ça. Mais que ça. Excuse-moi, et quand j'ai reçu l'appel, il a dit, oui, effectivement, un autre médecin qui va venir dans le centre médical, il attendait que cet espace soit libre pour pouvoir se reposer, prendre un café, etc. Donc, il a la priorité. Donc, ce n'est pas non, mais en même temps, ce n'est pas oui. Donc, je suis allé comme ça, dans une semaine, ouais, enthousiasme et tout, et dans l'espace de 5 minutes, descendu comme ça. Mais pas complètement. Pourquoi? Parce que je l'attendais. Et je travaille de plus en plus à avoir dans ma tête l'idée que si je ne fais pas une chose, eh bien, je fais autre chose. Et chaque chose, c'est bien. Il n'y a pas de meilleure chose ou pire chose. Ça n'existe pas. C'est juste les choses qu'on fait. Est-ce qu'on est en train d'amuser? Est-ce qu'on est en train d'apprécier ce qu'on est en train de faire en ce moment? Et il faut espérer que c'est le cas. Donc, si on voit les choses comme ça te protège en quelque sorte contre ces aléas de la vie. Voilà, ça c'est mon petite histoire pour ça. Je vais passer maintenant à la deuxième chose. La deuxième chose, c'était Paris comme métaphore. Et la métaphore que je vais choisir, c'est, laisse-moi le trouver. Alors, sur la page Facebook, c'est photographie de la rue. Peut-être vous savez, je prends des photos de la rue de Paris, des rues de Paris, depuis très longtemps, depuis beaucoup d'années.
Et même avant d'arriver à Paris, il y a 25 ans, je prenais des photos. Et j'avais l'habitude de sortir avec mon appareil, de me promener et de voir ce qui s'est passé. C'est pour moi, c'est pour moi, le- c'est pour moi, pardon, juste un instant, s'il vous plaît. Je suis en train de verser mes cafés partout. Donc, c'est pour moi, les photos de la rue, c'est sortir et voir ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je décide, oui, je vais aller à Paris et je vais prendre mon appareil et je vais me promener. Je connais des gens, ils ont quelque chose en tête, ils ont un projet et c'est bien des projets. Ça peut te donner un sens, quelque chose à faire. Mais pour moi, ce que je préfère, c'est de partir, de sortir avec l'appareil. Avant, j'avais un gros appareil, c'était un Nikon, c'était formidable. Maintenant, c'est pas le cas. C'est juste mon téléphone. C'est ça. Et ça depuis des années. Donc, pourquoi j'ai commencé à utiliser ça? Bien que j'avais un énorme appareil, très très joli, ça coûtait beaucoup d'argent. Eh bien, parce que souvent, je ne l'avais pas avec moi. Et avec ça, je peux l'avoir avec moi tout le temps. C'est un iPhone, ça peut être n'importe quel téléphone, smartphone, parce que ça prend maintenant, c'est des très très jolies photos. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors, je me promène et je laisse les rues me parler. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire que je n'ai pas d'agenda, je n'ai pas de a priori, je marche et je vois ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, surtout quand tu as cet esprit-là, c'est que il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ce qu'elle me dit, la ville, c'est incroyable. Ça peut être, mais c'est toujours inattendu. Donc ça peut être que je vois une paquet de cigarettes par terre à côté de- d'une gouttière, par exemple. Et la composition, les couleurs ensemble, les formes, les courbes à côté des lignes droites, ça pourrait me parler. Ou bien, je vois un monument classique que j'ai pris en photo beaucoup de fois par le passé, que je vois dans une autre lumière ou un autre angle, où je passe devant, où il y a quelque chose qui passe devant, quelqu'un qui passe devant, quelque chose qui est à côté, qui met en valeur, où il y a un contraste incroyable entre ces deux choses. Et je ne pouvais pas imaginer ça avant. Il faut que Paris me parle. Et pour que Paris me parle, il faut que j'ai les yeux, mais surtout l'esprit ouvert. Je marche et très très vite, quelque chose de très très curieux commence à se passer. C'est que Paris commence à me parler. Et c'est comme j'entre dans une zone et je commence à avoir des idées partout. En fait, c'est presque gênant parce que dès que je range mon appareil dans ma poche, bam, une autre chose me frappe le visage, la vision. Et c'est pas que ça va être formidable, mais c'est quelque chose que dans cet esprit-là, c'est quelque chose que je dois capturer avec mon appareil. Alors, en quoi c'est une métaphore pour la vie? Eh bien, comment on vit nos vies? Est-ce qu'on vit nos vies comme ça, spontanément, en attendant de voir ce qui se passe chaque jour, chaque instant? Est-ce qu'on a toujours l'esprit ouvert? Est-ce qu'on est toujours prêt à des surprises? Est-ce qu'on est Ou est-ce qu'on planifie? Est-ce qu'on planifie terriblement nos vies? Est-ce que tout est carré? Est-ce qu'il n'y a aucun espace pour la spontanéité? Et je dirais que souvent c'est le cas. On peut trouver des excuses, on peut dire que oui, mais je dois aller au travail tous les jours. Je dois m'habiller comme ça. Je dois. Je je vais pas dire que c'est pas le cas, mais je ne veux pas dire que c'est le cas non plus. Parce qu'en fait, il y a énormément de rôles que nous avons assumés. Il y a énormément d'étiquettes qui nous ont collé et qu'on a acceptées. Il y a même des étiquettes, on va voir ça vers la fin de cette heure ensemble, des étiquettes que nous avons collées sur nous même sans s'en rendre compte.
Ou bien, oui, c'est ça. On ne se rend même pas compte des étiquettes qu'on a collées sur nous. On sort ces idées comme des vérités, mais c'est pas vrai. Et il faut quelqu'un d'autre qui nous montre ce qu'on a accepté pour nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que je vois les photos des rues de Paris comme une très très jolie métaphore pour ce qui se passe dans nos vies. Si on vivait nos vies un peu plus comme ça, un peu plus spontanément, un peu plus ouvert à des choses qu'on n'attendait pas, je crois que ce ne serait pas une mauvaise chose. Ok, on est à 22 minutes à peu près, et je vais passer au deuxième sujet. Et le deuxième sujet, non, le troisième sujet déjà. Je vais vous montrer l'écran pour que vous puissiez voir où on est. Et donc, on est là. J'ai parlé de ma semaine créative. Ça, c'est Paris comme métaphore, photographie de la rue. Et le troisième, c'est 3 articles qui frappent. Et là, je vais parler de 3 articles que j'ai écrits cette semaine avec mes photos, donc mes photos créatives. Donc quelque chose que je fais, c'est pas quelque chose que je suis, quelque chose que je fais, c'est que à partir de le 1er janvier de cette année, j'ai commencé à publier des photos des rues de Paris. Je l'avais déjà fait par le passé, je l'avais laissé tomber un peu, et là, je me suis dit, il est le moment pour un challenge, un vrai challenge. Donc, j'ai décidé de faire ça. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça continue. Donc, je suis littéralement à numéro 290. Et ça, c'est assez étonnant, parce que je suis quelqu'un qui laisse tomber des choses parfois. Et j'utilise ça aussi comme évidence pour moi que je peux faire quelque chose si ça me passionne. Et je ne peux pas le faire si ça ne me passionne pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter à un moment donné, parce que je voudrais bien que ça soit une sorte de modèle. Parce que je ne peux pas faire les choses qui ne m'intéressent pas. Je les laisse tomber. Et c'est grave. J'ai laissé tomber des choses toute ma vie. Et là, ça me passionne et je ne le laisse pas tomber. Et en plus, je commence à l'élargir. J'ai commencé avec, je vais vous montrer. Je vais partager l'écran, encore une fois. Et je vais vous montrer cette page-là. Donc, vous voyez là, ça c'est mes photos. Ce sont mes photos des rues de Paris. Et j'ai commencé, ça c'est une feuille qui est tombée sur ma jambe. C'est surprenant, mais c'est ça qui s'est passé. Et j'ai fait 2 versions. La première version, c'est que la photo. La deuxième version, c'est un texte. Donc, j'ai créé un texte qui va avec. Et ça, c'est chaque jour. Et je suis à ça c'est numéro 291. J'ai cette idée un peu farfelue que j'aime bien l'idée des 9, les 9 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, en fait, j'ai fait des carrés. Et au début, je voulais faire ces articles, je voulais faire 1000 articles. Donc ça, c'est à peu près 3 ans, quelque chose comme ça. Mais après, je me suis dit, mais j'ai déjà fait 1000 et j'ai cherché autre chose. Et après, je me suis dit, mais mon art que j'appelle infini carré, c'est 9 carrés ensemble. Donc ça fait un carré fait de 9 carrés, c'est 3 fois 3. Et je me suis dit, est-ce que je ne peux pas transférer cette concept qui est en soi une métaphore pour la vie, mais ça c'est une autre histoire. Est-ce que je ne peux pas faire ça avec mes photos aussi? Donc j'ai commencé à jouer avec l'idée de 9, c'est-à-dire 3 fois 3. Et après je me suis dit, bon, ça fait 9. Donc c'est pas 1000, c'est 9. Est-ce que je ne pourrais pas faire 9 fois 9? Et je me suis dit, ah oui, ça c'est pas mal, donc ça fait combien? Et je suis arrivé à 81, je crois. 81, mais c'est bien en dessous de 1000. L'objectif de 1000, c'est même pas 100. Donc je me suis dit, OK, si j'ai un carré de 3 fois 3 photos, donc ça fait 9. Et je vais vous montrer ce que je veux dire. Je vais juste aller ici. Et je vais vous montrer que je fais des choses comme ça. Vous voyez? 3 fois 3. Et donc, si je faisais 9 comme ça, ben, ce serait 91, 81. Et donc, si je faisais 9 fois 9 fois 9,
Alors là, ça commence à être intéressant. Ça commence à être dans le quoi? Dans le 700, 700 quelque chose. 700, c'est pas mal. Mais ça, c'est quand même, c'est pas 1000. Et finalement, je suis arrivé à l'idée que, et ça prendrait peut-être 2 ans ou 3 ans. Ah, peut-être 2 ans. Et après, je me suis dit, allez, on va être un peu fou. Si on faisait des carrés de 9, ça c'est 9. Ce que vous voyez là, à droite sur l'écran, c'est 9. Et si je faisais 9 fois 9, enfin, fois 9 fois 9, est-ce que je serais toujours en vie si je faisais ça? Et je me suis dit, OK, 9 fois 9 fois 9, ça c'est 729 à peu près. Et donc, ça c'est 2 ans à peu près. Donc, 9 fois 2 ans, ça fait 18 ans. Est-ce que je serai toujours en vie dans 18 ans? Et je me suis dit, bah, tu auras peut-être 70 ans, mais a priori, tu pourrais toujours être en vie. Donc, je ne dis pas que je vais faire ça, mais ça, c'est ce que j'essaie de faire. Ou pour l'instant, je vais continuer. Je continue jusqu'à ce que j'arrête. Et c'est tout ce que je dis. Et c'est bien comme ça. J'aime bien, je m'amuse bien. Et chaque jour, toujours, je crée une photo comme ça. Je mets un texte dessus, inspiré par la photo, mais pas forcément sur le sujet de la photo, comme ça. Et parfois, je crée quelque chose qui s'appelle un meme. En anglais, meme, les mèmes Internet, je ne sais pas si vous connaissez, c'est où tu mets des mots dessus. Par exemple, là, j'ai mis des mots. Je vais vous montrer ça dans un instant. Hein. C'est peut-être, j'allais vous avertir, mais voilà, c'est fait. Donc, je vais parler de ces, euh, de ces 3 photos-là. Et pour l'instant, c'est que moi ici. Donc, sinon, je vous aurais posé des questions, mais je vais parler, vu que c'est moi. Cette photo, j'étais assis dans un parc et cette feuille est tombée sur ma jambe. C'était assez sympa. Et je me suis dit, ah tiens, c'est un message au-dessus. Et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Et c'était hyper joli. Bien sûr, je joue avec l'image et tout ça. Ça c'est mon truc. Ça fait, parce que mon objectif artistique, c'est de créer quelque chose à mi-chemin entre la réalité parfois triste et une sorte de peinture de l'art abstrait. Bon, ça c'est assez réaliste, mais les couleurs sont quand même exagérées. Et cette fois-ci, j'ai été inspiré à écrire un petit texte. Je dois avouer que c'est en anglais, donc je vais pas, je peux commencer à le lire, mais le traduire, ça peut être un peu difficile. J'ai joué avec le son I. J'ai commencé Je commence juste pour que vous puissiez voir. Il y a pas mal de gens qui parlent très bien l'anglais. Donc c'est A leaf fell upon my knee and proclaimed unto me in a literary key, wherefore dost thou flee as you cling to your tree? So this was the knee fall. Donc ça c'était la feuille qui tombait sur ma jambe et commençait à me parler en me posant la question pourquoi tu fuis toujours, mais toujours en tenant à la branche en fait. Et je suis parti dans un petit discours, mais toujours avec le son I de cette feuille qui me parlait, qui m'a dit de ne pas tenir tellement à ce qui est familier. Comme lui, il a quitté l'arbre. Peut-être c'est pour mourir, mais peut-être c'est pour faire autre chose. Et j'avais cette idée que la feuille allait me parler. Parfois, je parle avec des gens et ils me disent, quand je leur suggère d'être créatif, de faire des choses créatives, juste que pour ça, ils disent oui, mais je ne suis pas créatif, moi, je ne peux pas dessiner, je ne peux pas faire la poésie, je peux pas prendre des photos et tout ça, je ne peux pas peindre. Ça, c'est très, très courant, ça. Et c'est pour ça, en fait, je dis que c'est pour ça que j'ai choisi l'art abstrait, parce que je peux faire ce que je veux et personne ne peut me dire que ça ne devrait pas être comme ça. Mais même si c'est censé de ressembler à quelque chose, bah, fais-le. Parce que le jugement des autres, c'est un truc terrible. Mais moi, je n'y adhère pas. Il faut faire, faites ce que vous voulez. Et si le résultat vous plaît, c'est super. Et le résultat va plaire aux autres. Même le fait que vous avez fait quelque chose, ça plaît aux autres. Les gens qui comptent pour vous ou pour qui vous comptent.
La deuxième photo que je vais vous montrer, c'est ça. Je me suis promené dans les Tuileries. Et ce qui est formidable avec les Tuileries, c'est que chaque fois que j'y vais, et presque n'importe quel grand jardin à Paris, ils ont installé quelque chose inattendu. Souvent, c'est l'art moderne, ou ici, c'est pas exactement l'art moderne, mais c'est un peu classique aussi, c'est un statut. Mais c'était un grand statut avec quelqu'un, je sais pas si c'était pierre ou métal, quelque chose comme ça, ou un composite. Et ça m'a intrigué parce que il y avait cette grande figure. Je pense pas que c'est quelqu'un de célèbre. Et je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils l'ont mis là? À quoi ça sert? Pourquoi l'artiste l'a fait? Pourquoi on accepte ça comme art? Pourquoi c'est de l'art? Quel est l'objectif? Il y a la grande question, qu'est-ce que c'est l'art? Mais si on ne rentre pas là-dedans et on dit tout simplement, ce truc-là, à quoi ça sert? Est-ce que ça fait plaisir aux gens? Qui a décidé que c'est de l'art? Quel est l'effet sur les gens? J'ai réfléchi un peu sur ça dans le texte. Je vais vous montrer le texte. Et qu'est-ce que j'ai dit? Bon, c'est en anglais et je vais traduire un petit peu. Bah, donc, au milieu de Paris, on crée des trucs. C'est traduit globalement. OK? Qui crée, qui crée ces trucs, des trucs monstrueux, des images qui nous ressemblent un peu, mais vaguement et uniquement visuellement, parce qu'on n'est pas fait en métal, on n'est pas fait en pierre. Donc, c'est pas vraiment nous, mais ça ressemble visuellement. Mais c'est pas un être humain. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Peut-être on cherche une évidence une sorte d'humanité partagée, quelque chose qui ressonne avec notre être plus profondément, euh, pour qu'on on ne se sente pas si seul. Là, c'est mes idées, je sors mes idées, je ne sais pas moi. Je me pose des questions, je les pose sur papier, papier virtuel, et si ça aide les autres, stimule, incite les autres à poser des questions aussi, super. Mais personne n'est obligé. Je continue. Peut-être on veut sourire ou être touché par ce que quelqu'un d'autre a fait, inspiré par la vie, parce qu'en fait, c'est une représentation de la vie, d'une vie, qui nous donne des échos de notre propre vulnérabilité. Ou peut-être c'est juste sympa et inspirant de voir ce que quelqu'un d'autre a fait avec un tas de pierres ou un gros morceau de rocher ou de métal qui servait à rien. Et même ces mots, les mots que j'ai posés sur cette image, sont pour moi la preuve que quelque chose a passé entre l'artiste et moi, l'artiste et les autres qui ont vu cette image. Et pour moi, en fait, c'est ça l'art. L'art, quand je crée des choses, l'acte créatif n'est pas fini avant d'avoir été partagé. Je ne sais pas si c'est la définition de la créativité ou la définition de l'art, mais pour moi, parce que je sais qu'il y a des gens, ils créent, ils écrivent des poèmes par exemple, ils ne les montrent à personne. Pour moi, c'est pas ça l'art. Pour moi, c'est tout. Pour moi, l'art et la créativité, ça fait partie d'un processus qui est très très cher à mon cœur, que j'ai imaginé moi-même et je l'ai adopté comme une de mes devises pour la vie. C'est le triptyque, on peut dire, euh, apprendre, créer et partager. Apprendre, créer, partager. Mais en fait, c'est un cercle comme ça. D'accord? Apprendre, créer, partager, apprendre, créer, partager. C'est un cercle qui continue à l'infini. C'est pour ça que le mot infini est tellement important pour moi, que j'ai appelé ce café le café infini, que mon site sur le coaching que je viens de créer, c'est le coaching infini, Infinity Coaching. C'est pour ça que mon art, le concept de mon art que je ne compte pas changer toute ma vie, c'est cette idée de 3 fois 3 carré, que j'appelle infini carré ou infinity squared. C'est l'idée de la vie qui continue. Et mon art n'a pas de début
il n'a pas de fin. On peut toujours transposer la colonne à gauche après la colonne à droite et le tableau continue. On peut toujours transposer le rond en haut, en bas ou le contraire et le tableau continue. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Comme la vie. On peut dire que la vie a un début et une fin, mais je ne suis pas convaincu. Parce qu'avant moi, il y avait ma mère. Après moi, il y avait ou il y a mes enfants. On a l'impression que quelque chose est fini, mais je crois que ce n'est pas vrai. Et pour moi, l'art, c'est de créer quelque chose qui est partagé par la suite. Qu'est-ce qui se passe quand tu partages? Quelqu'un d'autre le voit. C'est là où ça atterrit chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour moi une sorte de finalité de mon art. Quand ça a touché quelqu'un d'autre, quand ça m'a quitté, ça a volé de ses propres ailes à travers un tableau, une image, des mots, et ça atterrit dans la tête, les yeux, le cœur de quelqu'un d'autre. Et ça a un effet. Et là, eux, dans ce processus-là, eux, ils sont en train d'apprendre, ou apprécier, ou apprendre de mon art. Ça, c'est la partie apprentissage. Ça inspire des créations de leur part. Ça leur donne des idées. C'est comme quand j'apprends, je regarde les œuvres des autres, comme ce statue. Là, je suis en train d'apprendre des choses sur moi-même. Et ça m'inspire à créer. J'ai créé cette image, mais cette image n'aurait pas existé si la personne n'avait pas créé ce statut. Ces mots n'auraient pas existé non plus. Et puis, je partage. Peut-être dans une jolie sorte de cercle, la personne qui a créé ce statut, un jour, verrait mon image ou lirait mes mots. Ce serait très sympa. Mais peu importe. Et ça continue, ça continue. Eux, ils absorbent mes mots ou mes images. Ça les inspire à créer. Ils partagent avec quelqu'un d'autre, peut-être moi. Ils apprennent des retours qu'ils ont sur leur partage. Et ils recréent, ils créent encore. Donc, c'est pour moi que j'aime bien quand je tombe sur ces créations inattendues au milieu de nulle part. Et on pourrait dire que ça ne sert à rien. Si ça sert tout simplement à créer une sourire sur la bouche de quelqu'un, formidable. Et on peut arrêter là. Ou on peut faire comme moi et poser des questions, aller beaucoup plus loin. Mais je ne suis pas sûr qu'aller plus loin, c'est plus profond. C'est peut-être juste plus de blabla et moins d'appréciation pure. Et la troisième image, je suis à 40 minutes, le temps passe. Hein. Donc la troisième image que je vais partager avec vous, je vous ai montré vite fait tout à l'heure et je voulais vous prévenir parce que bizarrement, ça pourrait choquer certains. Mais c'est une image, enfin, dans mon image, il y a une autre image qui a choqué des gens il y a 150 ans. C'est un tableau de Courbet qui s'appelle, je vais revenir ici, c'est un tableau de Courbet qui s'appelle L'origine du monde. Et ça n'a pas, c'était montré il y a 150 ans et très vite c'est disparu dans des collections privées. Ça a choqué certains. Pas forcément pour les raisons qu'on croyait, parce que c'est une femme nue, mais explicitement nue. On voit son sexe et on ne voit pas sa tête ni ses bras. Donc c'est une porte. Ce qui a choqué certains plus que d'autres choses, c'est qu'on ne voyait pas sa tête, parce qu'on a vu des nus avant. Il y a les statues grecques et tout ça. Des nus, c'est normal. Mais là, le sexe était montré explicitement, il n'y avait pas de tête. Elle était en quelque sorte déshumanisée. Et c'est un peu ça qui a choqué. Aujourd'hui, on peut payer pour aller dans le musée d'Orsay à Paris, n'importe qui, n'importe quel âge, on tourne un coin et on le voit sur le mur, comme ça. Donc, je suis pas en train de faire quelque chose ici qui devrait choquer plus que ça. Mais en même temps, est-ce que c'est toujours choquant? Donc, je vais partager ça. L'image, c'est ça. Et bien sûr, je ne prends pas des images, d'autres images seules. Très, très rarement. Parce que ça, c'est juste, si tu montres une photo d'une œuvre, sans avoir changé un peu,
Pour moi, ce n'est pas la créativité, c'est juste une copie. Et vous verrez que même si c'est juste que je traite l'image un peu, en traitant l'image, en ajoutant les mots, en donnant mon interprétation, je l'ai changé. Et j'ai ajouté quelque chose de créatif. Sinon, ce n'est pas de la créativité, ça ne vaut pas la peine d'être partagé, sauf si vous voulez mettre en valeur le travail de quelqu'un d'autre. Ici, j'ai capturé ce monsieur-là qui, en fait, c'était assez sympa, assez drôle de juste se mettre à l'écart un peu et regarder les gens passer devant. Parce que c'est quand même surprenant de voir ça. En passant famille, les petits et tout ça, les couples ensemble qui tombent sur ça et bam, en plein visage. Bon, la photo, le tableau, c'est... Attends, est-ce que vous voyez? C'est pas petit, c'est pas grand, mais c'est pas petit. Et c'est quand même, c'est quelque chose. Et les gens, ils savent pas trop quoi faire. Surtout s'ils sont ensemble avec leur femme ou leur mari, les choses comme ça. Et donc, ce monsieur-là, j'aimais bien la posture qu'il avait. Et j'ai joué pour faire des répétitions. Et l'effet que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il y a une sorte de les cercles qui radient de sa tête. C'est encore plus drôle. Et dans le texte, j'ai parlé de cette idée que si on est choqué par ça, on est en train d'être choqué par quoi exactement? Et je vais essayer de traduire ce que j'avais écrit. Est-ce que certains arrangements de pixels colorés ou des combinaisons des coups de pinceau attirent ton attention plus que d'autres? J'imagine que oui. Le musée d'Orsay dit que les cartes postales de cette œuvre de Courbet, L'origine du monde, sont les deuxièmes plus grandes ventes de toutes ces cartes postales. Deuxième. Donc, est-ce que c'est une sorte de porno pour les connaisseurs? Un truc comme ça. Donc, je dis que ce tableau a été controversé depuis 150 ans, mais la justification morale pour cet affront, est-ce que c'est justifié? C'est pas clair. Parce qu'en fait, il y a quelques années, Facebook a censuré les pages qui avaient cette image. Et ce n'était pas pour les droits d'auteur, ça c'est sûr. Et donc, ça continue à choquer des gens ou à heurter à nos mœurs de la société. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de censoriser? Ils sont en train de censoriser des coups de pinceau qui ont été représentés par des pixels. On est à ce point-là éloigné de la réalité d'une femme comme ça. Mais on l'a fait. En 2014, je dis, il y a un artiste enfin, ce qu'elle fait, cette personne, Deborah de Rebeltis, qu'ils disent son titre, à dire que moi j'ai commencé à dire en début de cette vidéo que je ne dis pas ce que je suis, mais ce que je fais. Mais là, il appelle un artiste de performance artist. C'est quelqu'un qui fait des trucs en fait, censé être choquant ou je ne sais pas quoi. Et donc, il y a 4 ans à peu près, cette femme est allée au musée d'Orsay, elle s'est installée, elle s'est assise devant le tableau, elle a ouvert ses jambes, elle portait rien. Donc, en fait, elle a enlevé les pixels, quoi, et les coups de pinceau, comme voile entre la réalité et les gens. Assez intéressant comme concept, je crois. Il y avait quelqu'un pour faire une vidéo, c'était mis sur YouTube, et bien sûr, YouTube l'a censorisé. Et on ne peut pas le voir. On peut le voir maintenant. Et ce qui est assez étonnant pour Facebook, pour YouTube, parce qu'a priori, il n'y a pas de nudité explicite. Et j'ai dit en rigolant que c'est drôle que ça a été censorisé parce que la moitié de la population a ces pixels-là. Mais pour finir, je crois que s'ils ont fait une carte postale de ça, avec cette jeune femme-là, ça aurait pu être numéro 1 des ventes des cartes postales pour le musée. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc ça, c'est ma créativité pour cette semaine. Bon, j'ai fait plein de choses, mais je suis là. C'est les 3 que j'ai choisi de partager avec vous cette semaine.
Donc, je commence à être, ça c'est 3/4 d'heure. Et donc, on a encore 10 minutes à peu près, et je vais parler de deux autres choses, si j'ai le temps, les métaphores bis. La semaine dernière, j'ai parlé d'une métaphore. J'ai vu la Seine, et j'ai vu les vagues sur la Seine. Et je me suis dit, tiens, ces vagues-là, on dirait qu'il y a des vagues ou des ondulations. Et les surfeurs, ils attendent la vague, la grande vague. On imagine que la vague, c'est comme un truc seul à lui. Mais en fait, c'est pas seul. On ne peut pas prendre la vague et la mettre dans une bouteille et voir une vague. Ce serait de l'eau plate. Et la métaphore, c'était que, en fait, nous, nous voyons comme ça, comme séparés, un être humain séparé de ce qui est à l'extérieur de notre peau. Mais en fait, c'est faux. Parce que avant d'être apparemment séparé du monde, j'étais attaché par la chair de ma mère. Je faisais partie intégrale du corps de ma mère. Donc, comme la vague fait partie intégrale de la mer, encore une fois, ou la rivière, je fais partie de l'humanité. Je suis attaché par un lien qui va jusqu'au début de la vie. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un enfant, il était coupé. Donc, je fais partie de cette corps ancienne. On va loin, loin, loin dans le passé. Je fais partie de cette corps-là. Jusqu'on peut regresser jusqu'au début de la vie. Et on peut dire que la vie n'existe pas seule. On ne peut pas exister sans le soleil. On ne peut pas exister sans les choses qu'on mange. On mange les plantes, on mange les animaux. On les met dans notre corps. Ça devient une partie de nous. Si on cherchait dans notre corps pour la bouchée de poulet que je viens de manger, ou que j'ai mangé la semaine dernière, ou les petits pois que j'ai mangés il y a une semaine, on pourrait chercher comme on voulait. Mais vous n'allez pas trouver des petits pois ni une bouchée de poulet. C'est devenu moi. Ça fait partie de mon corps. Sans ces trucs, je ne serais pas là. Et donc, comment je suis séparé de la reste de la vie, de l'univers? L'air que je respire, pas seulement ça traverse ma peau sans que je s'en rends compte, mais je le mets dans mon corps. Ça me donne des choses. Et je voulais juste éteindre cette métaphore un petit peu avec Paris encore. J'ai regardé un plan de Paris l'autre jour. Ah non, ce que je voulais dire, c'est vous montrer un article que j'ai vu dans le magazine. J'espère que c'est pas à l'envers. C'est possible que c'est à l'envers. Quand la vague réalise qu'elle est l'océan. Et c'est drôle parce que c'est exactement la métaphore que j'ai utilisée la semaine dernière. C'est dans un magazine qui est assez intéressant, Psychologie de réussir. Il y a plein de magazines comme ça. Il faut choisir ce qui vous convient parce qu'il y en a qui sont un peu trop ésotériques ou un peu trop bizarres pour certains. Il y en a qui sont trop littérales. Donc ça, j'aime bien parce que c'est un peu entre les deux. Et c'est exactement cette métaphore-là. Il parle de... En fait, je n'ai pas encore lu, je vais le lire, mais ça m'a frappé. C'est exactement ça. Et en regardant un plan de Paris, je me suis dit, on crée des barrières qui sont faux, mais archi faux. Par exemple, on dit, j'habite dans le 15e, j'habite dans le 16e, j'habite dans le 3e, le 13e. Et avec ça, on met les étiquettes. Je vais parler beaucoup des étiquettes. Si on dit quelqu'un à Paris, on habite dans le 16e, eh ben, tout de suite, bam, il y a des étiquettes, des stéréotypes. Il doit être bourgeois, snob, riche, et tout le reste. Parfois positif, parfois négatif. Et les étiquettes qu'on met, ça dépend de nous aussi. Parce que pour quelqu'un qui habite dans le 16e, qui voudrait quelqu'un avec les mêmes valeurs, ce serait très positif s'il habite dans le 16e. Il reconnaît ses pairs. Mais pour quelqu'un qui habite dans un quartier plus pauvre, s'il y a un quartier qui est pauvre, c'est les gens. Mais bon, il pourrait voir ça négativement. C'est intéressant. Et donc, je me suis dit, oui, d'accord, on a séparé Paris en quartiers. Mais ça veut dire quoi, ça? Parce que tu peux aller d'un quartier à un autre
sans s'en rendre compte que tu as traversé la ligne. Pareil pour les pays, ou surtout les pays où il n'y a pas de frontières. Bon, il y a des pays avec les frontières, mais c'est un truc, c'est assez vague. C'est un truc qui a été créé par l'homme. C'est quand tu approches les frontières des pays, il y a de plus en plus de gens qui comprennent un peu ou beaucoup de la langue du pays voisin. Et dans les quartiers, tu peux traverser tous les quartiers de Paris sans s'en rendre compte, sauf si tu regardes les panneaux dans les rues pour voir, ah, cette rue-là, c'est marqué 16e. Cette rue-là, c'est le 17e. Et on aime bien ces distinctions. Les villes sont pareilles. Tu habites dans quelle ville? Ah, et tu donnes un adjectif à toi, une étiquette. Je suis parisien. Je suis marseillais. C'est quoi le marseillais? Marseillaise. Chaque ville a son adjectif et ça te donne une identité. Mais à quel point tu vas accepter ces étiquettes et à quel point tu vas les utiliser pour faire un jugement sur quelqu'un d'autre qui n'a pas la même étiquette que toi ou qui a la même étiquette. Donc ça, c'est quelque chose ça, c'est une extension de la métaphore des vagues sur la Seine qui voudraient bien être séparées de la Seine, mais qui ne le sont pas pour autant. Et l'autre chose que j'ai découvert cette semaine, c'était ce livre. C'est pas mal comme titre. Foutez-vous la paix. Ça vient de paraître en petite version. Avant, c'était le gros truc 2 fois plus cher pour les mêmes mots. Là, c'est petit. Ça coûtait 7 € à peu près. Et c'est pas mal. Foutez-vous la paix. Donc, c'est quelqu'un qui, sans doute, a ses étiquettes, peut-être psychologue ou je ne sais pas quoi. Philosophe et écrivain, ce sont les étiquettes qu'il a choisies ou que la personne qui a écrit ça derrière a écrit. Vous savez ce que je pense des étiquettes. Mais on peut dire ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit ce livre. Et c'est très sympa parce que lui, apparemment, il est quelqu'un qui a fait beaucoup de méditation. Sans doute, il a plein d'étiquettes sur la méditation. Mais lui, le premier chapitre s'appelle Cessez de méditer, ne faites rien. Et tous les chapitres sont comme ça. Cessez de faire ci, cessez de faire ça. Cessez d'être sage. Soyez enthousiaste. Et presque je n'ai pas encore lu, je viens de l'acheter. Et presque chaque chapitre me dit quelque chose, me plaît en fait. Par exemple, cessez d'être. Attends, vous êtes en train de regarder l'écran, ce serait peut-être plus intéressant. Voilà. Cessez d'être sage. Voilà, c'est ça le livre. Je viens de me rendre compte que vous n'avez pas vu ça peut-être. Cessez d'être sage, soyez enthousiaste. Il y a tellement de gens. Ce qui me frappe, on approche la fin là. Et je vais juste dire certaines pensées clés pour finir. Cessez d'être sage, soyez enthousiaste. Parmi toutes les religions, le seul qui m'attire vraiment, non, c'est pas vrai, mais les bouddhistes. Le Bouddha, souvent, il a un sourire. Et on se pose la question peut-être pourquoi. Déjà, on pourrait imaginer qu'il aime bien la vie. Et peut-être qu'il voit la folie de la plupart des gens. Dans beaucoup de religions, il n'y a aucun humour. Les gens ne s'amusent pas. Tout est basé sur la négativité, le fait qu'on est mauvais, etc., etc. Et cette idée d'être sage, même aujourd'hui, même parmi les gens les plus, soi-disant, sages qu'on voit à la télé et tout ça, souvent, c'est les conversations hyper sérieux, quoi, sérieux. Ils rigolent pas. On ne voit pas la joie de vivre. On voit pas l'idée que peut-être la vie, c'est une grande blague. Il faut s'amuser. Il faut aimer. On paie de l'argent pour aller voir les comédiens. Mais si la vie était une blague, c'est-à-dire si on pourrait s'amuser juste par le fait qu'on est en vie et de ne pas prendre des choses trop sérieusement. Donc ça me plaît. Cessez d'être sage, soyez enthousiaste. Et le mec qui a étudié la méditation depuis très très longtemps, sans doute il a écrit plein de livres dessus, il a beaucoup de qualifications, il a écrit le premier chapitre, Cessez de méditer,
ne faites rien. C'est bien ça. C'est quoi la méditation en tout cas? Ça, c'est quelque chose, une question en soi. On peut la traiter dans une autre vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils essaient tellement de penser à rien qu'il faut tout en l'air. Parce qu'ils sont là, je dois penser à rien, je dois penser à rien. Je ne vais pas penser à rien, je vais penser à rien. Ils sont en train de penser très très fort à l'idée de ne pas penser à rien. Je vais citer certains d'autres titres. Cessez d'être calme. Soyez en paix. Cessez de vous refréner, désirer. Cessez d'être calme, soyez en paix. Bon, on a eu ça. Cessez d'être sage, soyez enthousiaste. Attends, j'arrive. Cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Ça me rappelle l'éducation nationale qui nous forme à ne plus poser de questions, pas des vraies questions, pas de mettre en question l'autorité, par exemple. Cessez de vouloir être parfait. Acceptez les intempéries. Je vais arriver avec mon français un jour. Cessez de vouloir être parfait. Ça, c'est énorme, ça. Cette idée de la perfection. Et je vais finir avec une petite anecdote sur quelqu'un avec qui je parlais cette semaine. C'était quelqu'un qui était une graphothérapeute. Donc, c'est quelqu'un qui aide des gens qui ont des problèmes d'orthographe, qui sont présentés souvent par leurs parents en ayant ce problème-là. Mais est-ce que c'est le vrai problème? Et on commençait à avoir une conversation. Cette idée que déjà, ce qu'on était en train de corriger, c'est-à-dire on va les aider à faire les H correctement. Parce que vous voyez, l'H, c'est un peu trop haut et le boucle sur le H, c'est un peu trop grand. On va l'aider à faire le boucle le plus petit sur le H. Ces petits détails qui sont... je ne vais pas rentrer là-dedans, mais à quel point c'est important ça, vraiment. Même comme modèle pour d'autres choses. Donc, c'est ça qu'elle faisait. On a commencé à poser la question un peu dangereux pour une conversation avec une graphothérapeute. À quoi ça sert écrire aujourd'hui, je l'avoue. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que en tant que parent, moi et elle, à un moment donné, on discutait de la parentalité. Et elle a sorti la phrase, moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec mes propres enfants. Et là, je n'étais pas en consultation. Je n'étais pas en train de faire un coaching. Donc, je parlais un peu plus franchement et un peu plus ce que je pensais que de poser des questions. Comme normalement, on pose des questions. Plus que donner son avis, même si moi, je me permets de donner mon avis. Je partage quand c'est intéressant. Et là, je l'ai arrêté net. Et j'ai dit, pardon, qu'est-ce que vous voulez dire par beaucoup d'erreurs? Elle a fait, j'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que parent moi-même. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par erreur? Et qui lui a dit qu'elle a fait beaucoup d'erreurs? Et les enfants ne viennent pas avec une mode d'emploi. Être parent, on est tous parents pour la première fois. Quand on a notre deuxième enfant, on est le parent de deux enfants pour la première fois, etc. Et on peut acheter tous les livres qu'on veut sur être un bon parent. Mais il n'y a aucun livre sur comment être le meilleur parent basé sur ta vie avec la personne qui s'appelle ton fils ou ta fille. Ça n'existe pas, ce livre-là. Ça ne va jamais exister, sauf si vous l'écrivez après les fêtes. Et ça va servir à rien parce que c'est sur votre expérience qui peut être intéressant, mais être parent, c'est bien connu que c'est le pays inconnu, terre inconnue. Bon, ça c'est une heure. J'étais seul, c'est très bien, je l'ai fait comme ça n'a aucune importance, c'était très bien. Et c'était
parfaitement imparfait, ce que je viens de faire. Si quelqu'un le regarde, très bien. Peut-être je le regarderai aussi pour voir ce que j'ai dit, pour voir s'il y avait un sens. Ça fait partie de l'apprentissage. Tu essayes, tu vois ce qui se passe et tu continues. Je fais partie d'un groupe où les gens sont censés, à un moment donné, faire des vidéos en live. Ça fait beaucoup de peur pour certains. Et je comprends. Mais en même temps, il n'y a jamais de mort après avoir fait un vidéo live. La seule chose qui peut arriver, non, c'est pas la seule chose. Tu peux gagner en expérience, gagner en confiance, partager des choses que tu n'attendais pas. Tu peux pas savoir ce que tu vas dire pendant ce partage-là. Tu vas toucher des gens. Tu ne sais pas qui va te rejoindre. Et le retour des gens est toujours positif. Et donc pour ça, je le fais, je vois ce qui se passe et je suis très très en paix et à l'aise avec ça. Parce que ça montre aussi que même avec j'ai presque versé le café, j'étais interrompu et vous avez vu peut-être une certaine expression sur ma tête, donc je ne serai pas fier. Mais c'est ça la vie et je le laisse. Et après, on verra ce qui se passe. À la semaine prochaine pour encore plus de la même chose et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je peux dire ça parce que je sais que si vous écoutez, c'est beau, vous l'avez regardé au moins un peu. À la semaine prochaine et restez positif dans la créativité. À bientôt mes amis. Au revoir.